Ok, très bien, on va commencer. Bonjour à tous et merci d'être aussi présents sur ce quiz qui est là intitulé AWS CDK, l'infrastructure as real code. Je commence par me présenter. Je suis Amin Azizi et aujourd'hui, je suis consultant chez Hippon Technologies en tant que consultant cloud et DevOps. Je suis particulièrement intéressé par les technologies cloud, DevOps, SRE, en particulier sur des environnements AWS et Kubernetes. Donc, vous pouvez regarder mes comptes sur les réseaux sociaux si vous voulez me suivre. Donc, aujourd'hui, on va parler infrastructure as code. Et avant de parler infrastructure as code, on va remonter un petit peu dans le temps où AWS a à peine commencé à présenter ses premiers services. Et du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient avant qu'on ait même une notion d'infrastructure as code, on avait ce qu'on appelait de manuel provisionné, c'est-à-dire on utilisait la console pour pouvoir provisionner tous les ressources, à savoir SQS, EC2, S3. Voilà, ça c'était l'interface d'Amazon vers les années 2011. Et donc les équipes, ce qu'ils faisaient, c'est que ils essayaient de provisionner tous les ressources AWS depuis la console. C'était bien, c'était facilement provisionnable. Avant quelques clics, on a des ressources. Donc jusque-là, très bien. Mais du moment qu'on commence à parler de reproductibilité ou bien avoir plusieurs équipes qui travaillent sur la même infra ou bien sur des problématiques de multi-environnement, ça commence à poser problème. Et en plus, ça consomme beaucoup en temps et en énergie parce que effectivement, on peut pas tracer, on peut pas, et les clics, ils sont généralement assez aléatoires. Et on a beaucoup de chances en plus de se tromper. Donc ça reste problématique. Vers les années 2011, il y a AWS qui a sorti le service AWS CloudFormation. Donc ça a changé beaucoup de choses au niveau d'infrastructure AWS. On peut provisionner notre infrastructure sur des fichiers CloudFormation en format JSON ou YAML. On écrit nos ressources sur des fichiers. On donne ça à AWS CloudFormation et après on récupère nos ressources AWS. Donc ça, c'est bien, c'était facilement automatisable. On pourrait reproduire ça sur des environnements, sur des équipes qui travaillent sur la même infra. Tout le monde peut reproduire la même infra, c'est cool. On peut même stocker nos fichiers sur des pour pouvoir provisionner ces ressources. Mais effectivement, il y a toujours le problème de syntaxe, c'est que la syntaxe, elle est assez pénible et pas vraiment développeur friendly. C'est qu'on se retrouve avec des milliers de fichiers, des milliers de lignes encore plus verbeux en JSON qu'en YAML. Et du coup, c'est pas vraiment quelque chose que le développeur aime forcément faire. Et en plus, on est obligé de renseigner beaucoup de détails, c'est-à-dire à n'importe quelle ressource, on est obligé de renseigner pas mal de métadata et pas mal de ressources avant que ça soit déployé. Et donc, juste après, on a eu des services de type Terraform qui s'intègrent très bien avec tous les providers, notamment AWS, où on a des fichiers de type Terraform ou avec le format HCL. Et du coup, avec Terraform, on donne ces fichiers de Terraform, on donne ces fichiers à Terraform en tant que moteur et après on provisionne nos ressources AWS. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'était aussi également facilement automatisable. On peut reproduire tout ça. Alors, la syntaxe HCL, avant la version 0.12, c'était vraiment pas très flexible parce que ça supportait pas tout ce qui est statement, boucle, if statement, etc. Et à partir de la version 0.12, il y a eu quelques améliorations de ce sens. Mais ça reste pas encore du vrai code, c'est-à-dire qu'on considère pas notre code d'infrastructure comme les codes d'applicatifs normal qu'on fait au quotidien. Et en plus, on n'a pas un niveau d'abstraction, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de renseigner pas mal de détails. Et quand on parle de CloudFormation ou Terraform, on parle d'une infrastructure déclarative, c'est-à-dire, on parle quel est le state désiré et qu'est-ce qu'on veut obtenir vers la fin. Et en plus, voilà, comme je disais, on a beaucoup de détails. Alors juste après, sur les 4 dernières années, on a vu l'apparition de quelques outils de type Document Object Model, c'est-à-dire de type par exemple les plus connus GoFormation ou bien Troposphere. C'est des librairies très connues qui nous permettent à partir du code Go ou bien Python de générer des fichiers CloudFormation et par la suite donner ça à CloudFormation et générer notre ressource. Donc ça c'était très bien. Et donc ça on avait à voir du vrai code et on a aussi des solutions de type Pulumi qui s'intègrent également à AWS
et où on peut utiliser du TypeScript, JavaScript, C Sharp, Python, Go, etc. pour pouvoir provisionner du vrai code. Donc ça, c'était bien. Ça a changé quelque chose dans le monde de l'infrastructure as code. Également, on parle de desired state en tant que approche déclarative, mais également, on n'a pas force d'abstraction au niveau des ressources AWS. C'est-à-dire, on se retrouve avec les mêmes problématiques que pour Terraform. Il y a des gens qui passent des journées, il y a des journées à copier-coller des fichiers de YAML, et là, ça se passe avec des fichiers code. Donc, ça, c'était vraiment la vraie motivation par laquelle l'équipe AWS CDK a sorti ce produit. C'est la première motivation, c'était de pouvoir créer un nouveau produit où on peut utiliser du vrai code pour provisionner l'infrastructure avec un fort niveau d'abstraction au niveau des ressources et pour pouvoir créer des librairies dans un but de modularité et d'extensibilité. Donc ça, je vous présente l'architecture globale d'AWS CDK, c'est qu'on parle d'une notion d'une application CDK, c'est là où vraiment on définit toute notre infrastructure. Et derrière, elle est composée de plusieurs stacks. C'est les stacks qui font référence à des stacks CloudFormation. Entre parenthèses, vous pouvez me laisser vos questions dans le chat. Je vais les dérouler vers la fin de la présentation. Et donc là, on parle de stack CloudFormation. Une application peut se contenir de plusieurs stacks. Et la stack en elle-même, il est constitué de construct. Alors, construct, c'est vraiment le composant de base. C'est un composant cloud et le composant de base par lequel est constitué AWS CDK. Donc, on en parlera par la suite. Et donc, dès qu'on a cette application-là, on peut générer des fichiers CloudFormation sous un format YAML. On donne ça à CloudFormation et après, on provisionne des ressources. Donc ça se passe de manière automatique. Et bien évidemment, le produit, il a été développé en TypeScript et ça supporte également Python, C Sharp, Java depuis la dernière reinvent. Donc, les composantes principales, en fait, du CloudKit CDK, c'est qu'on a le core framework qu'on utilise pour développer nos applications. On a la construct librairie, c'est l'ensemble, en fait, des constructs des ressources AWS qui sont utilisées sur CDK et avec une ligne de commande qui est assez puissante pour faire pas mal de manipulations. Donc, sur une structure en général, quand on parle d'une application CDK, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on a une application CDK, comme je disais tout à l'heure, avec un certain nombre de stacks, une ou plusieurs stacks CloudFormation. Et derrière, chaque stack, il est composé de constructs eux-mêmes peuvent se baser sur des constructs. On verra ça tout à l'heure dans les niveaux de constructs. Et au niveau du cycle de vie de l'application, c'est-à-dire à partir du construct, qu'est-ce qu'on a? On a une ligne de commande qu'on utilise pour exécuter notre code CDK. Et par la suite, on synthétise ça vers des templates CloudFormation qu'on donne après à CloudFormation pour pouvoir pour pouvoir provisionner nos ressources. Donc, assez simple, assez pratique et ça change des choses par rapport aux outils qu'on fait par avant. Donc là, on va rentrer dans les détails de construct. Qu'est-ce que c'est qu'un construct et dans la logique où ce que je disais tout à l'heure, que c'est vraiment un composant cloud et c'est un composant qui peut contenir une ou plusieurs ressources. Et dans cette optique-là, on distingue en fait trois types de constructs. C'est-à-dire, on parle d'un premier niveau qui s'appelle CFN ressources, et ça, c'est vraiment les ressources brutes qui font référence à des ressources CloudFormation. Donc, à partir de CDK, vous pouvez vraiment écrire des objets CloudFormation from scratch avec des ressources CloudFormation. Il y a un deuxième niveau qui est un niveau de construct de niveau L1 qui concerne les services AWS, mais avec un petit niveau d'abstraction où on a, par exemple, on n'est pas obligé de donner vraiment tous les paramètres, mais il y a des paramètres qui sont fournis pour nous par défaut. Et on a effectivement des méthodes pour pouvoir les changer si jamais ça nous arrange pas. Et du coup, ça fait une surcouche de CloudFormation. Et un troisième niveau qui est des constructs de très haut niveau et ce qu'on appelle des patterns. Donc, à titre d'exemple, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On peut retrouver, par exemple, sur le construct library, un construct qui s'appelle CFN instance qui fait référence à une instance C2 de type, sur une ressource CloudFormation. Un deuxième niveau juste plus haut qui s'appelle instance où on peut provisionner une instance à partir d'un construct C2. Et un dernier, par exemple, un high-level construct, ce qu'on appelle un pattern. Il y a un pattern, par exemple, qui s'appelle Application Load Balancer Fargate Service. Et ça, par exemple, en 3 lignes de code, vous pouvez provisionner tout un service Fargate, ECS Fargate, avec un load balancer derrière et avec des valeurs fournies par défaut.
Donc, ça, c'est assez pratique si vous voulez vraiment créer des librairies ou des choses comme ça. Alors, il se peut, il y a quelques cas quand même, il y a quelques cas quand même où vous pouvez, tout en développant votre infrastructure, vous pouvez vous retrouver dans le cas où il n'y a pas une feature que vous cherchez et qu'elle n'est pas disponible et qu'elle n'est pas exposée. Donc, pour ça, il y a trois raisons qui s'expliquent. C'est que soit CloudFormation, soit la feature n'est pas disponible via CloudFormation, soit le service, il est disponible via CloudFormation, mais on n'a pas de construct class pour ce service, ou bien le service il est disponible via CloudFormation, la classe aussi, mais la feature n'est pas exposée. Et du coup, en tant que solution, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez modifier la ressource CloudFormation qui est vraiment encapsulée dans le construct. Donc, c'est des cas, c'est quand même assez ouvert et vous pouvez prendre n'importe quel construct de niveau L1 ou bien de haut niveau et le changer les paramètres qui sont derrière. Donc, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau des tests, Au niveau des tests, on distingue trois types de tests. C'est on parle de snapshot test où on a par exemple, où on parle de tests on a trois types de tests sur CDK. On a un premier type qui s'appelle snapshot test où on compare notre CloudFormation, le résultat de notre CloudFormation à un golden template qu'on met quelque part. Du coup, on compare s'il y a vraiment des incohérences d'infra entre ce qu'on a produit et ce qui en résulte. On a des fine-grained tests et ça, c'est un petit peu comparable aux tests unitaires qu'on fait d'habitude. C'est que on essaye de vraiment de tester quelques aspects de notre CloudFormation template généré et on a les validations tests c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. C'est par exemple, on essaie de comparer une valeur si elle est vraiment invalide ou bien si on doit fournir une valeur qui est seulement entre deux valeurs que nous on définit à l'avance. Alors, seul truc auquel il faut faire attention, c'est que aujourd'hui, les tests, ils sont seulement supportés côté TypeScript. Il n'y a pas encore de support côté Java, C Sharp ou Python. Et donc, sur les avantages qu'on peut retrouver, c'est qu'effectivement, on a vraiment beaucoup moins de code comparé on a 10 lignes ou 15 lignes de CDK, ça peut nous générer jusqu'à 200 vers environ 300 lignes de code CloudFormation. On n'a pas obligé d'apprendre une nouvelle syntaxe comme HSL, Ansible ou quoi que ce soit. Donc, on peut utiliser un langage qu'on utilise habituellement. On utilise les vrais pouvoirs du code, c'est-à-dire ce qu'on fait habituellement, du linting, des pouvoirs de support DE. On a vraiment des choses qu'on peut faire comme n'importe quelle application. Alors, il y a une ligne de commande assez puissante. Les tests. Alors, j'appuie aussi sur les tests parce que on peut parler d'une application d'infra comme n'importe quelle autre application. Du coup, on peut faire des tests et brancher ça dans une CI. On a l'aspect, l'extensibilité et modularité qu'on utilise. Les valeurs par défaut qu'ils nous ont fournies sur les constructs sont sécurisées et safe et avec un support natif pour tout ce qui est multi-région, multi-compte, multi-environnement. On va passer à une petite démo et là la démo que je vous vais faire c'est vraiment d'un web service sur une EC2 et avec un load balancer derrière. Et du coup là je vais vous montrer à quoi ça ressemble exactement. Donc là j'ai un fichier, je vais vous partager le source code vers la fin du doc. Donc là on a le fichier qui nous intéresse, c'est là où on définit notre infrastructure. Là par exemple ce que je voulais faire c'est vraiment créer seulement une EC2 avec une petite appli web et avec un load balancer pour pouvoir l'exposer. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est que je récupère la valeur du VPC par défaut. Ensuite, je définis mes security groups en tant qu'objet du construct CE. Donc là, en haut, ce que vous voyez, c'est l'ensemble des constructs que je fournis. J'ai besoin d'utiliser EC2, IAM, load balancer, etc. Donc là, je définis mes règles d'inbound. Là, je crée tous mes rôles avec le policier dont j'ai besoin. Ça, c'est un pur exemple, hein. Là, je définis une instance EC2 avec quel type d'instance, avec le nom du rôle et avec un user data que je définis dans mon code. Là, je définis tous mes tags. C'est vraiment comme n'importe quelle appli du code, hein. Il y a pas vraiment de différence. Là, je définis mon load balancer que j'expose en internet facing. Il y a une metadata là pour l'internet facing. Et ce que je veux à la fin, c'est récupérer le DNS name du load balancer. Et là, je vais vous montrer un petit test. Donc là, j'ai le test là de CDK. Donc là, je fais un find grain test. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je veux juste checker que sur le CloudFormation que je récupère, j'ai une ressource de type security group et j'ai une ressource de type Elastic Load Balancer avec un Ethernet facing.
Donc là, on passe à la ligne de commande. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais récupérer le CloudFormation. Donc là, je vais synthétiser mon code pour pouvoir récupérer le template CloudFormation. Donc là, je mets CloudSync. Là, ça me récupère tout le CloudFormation qui a été généré. Il fait 200 lignes et quelques. Ce que je vais faire encore, c'est que je vais lister toute la différence avec ce qui est déployé et ce qui n'a pas encore été déployé. Comme là, comme j'ai rien encore déployé, du coup, comme j'ai rien encore déployé, là, il va me sortir toutes les ressources qui vont être déployées. Comme vous voyez là, j'ai tous mes règles de inbound, outbound de mon security group, j'ai mes rôles. Et là, j'ai tous mes ressources que je vais déployer, instance, load balancer. Et vers la fin, je récupère le nom de DNS name. Donc là, déjà, avant de faire ça, je vais exécuter mon test que j'ai défini tout à l'heure. Je vais juste faire un npm test. Derrière, ça se base sur le framework Jest. C'est comme ce que vous utilisez d'habitude. Et donc là, le test, il est passé. C'est-à-dire, le CloudFormation généré, il contient effectivement une ressource de type security group et load balancer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste déployer tout simplement. Je vais déployer, donc là, il va synthétiser, il va vérifier mes accès, etc. Il va me dire, est-ce que vous voulez déployer? Je dis oui. Et là, on va déployer et on va attendre quelques instants pour voir le résultat. Donc, je continue là dans ma presse. Alors, la partie intéressante de tout ça, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, AWS CDK, c'est un produit qui est open source et qui est activement en développement aujourd'hui. On voit qu'il y a quand même un certain nombre de issues qui sont actifs avec des releases, avec un nombre de contributeurs assez élevé, vu que ça a été disponible il y a quelques mois maintenant, et pour que ça soit prêt pour la production. Ce qui est intéressant, c'est effectivement cette capacité de pouvoir utiliser des constructs de la communauté. Comme je disais tout à l'heure, des constructs peut constituer plusieurs ressources AWS qui constituent une logique métier. Là, on va faire un petit tour des services, des quelques constructs librairies. Là, par exemple, il y a ce site awscdk.io où il y a tous les constructs de la communauté. Si j'écris par exemple par là EC2, là, par exemple, je vais pouvoir récupérer un construct qui me permet effectivement on va attendre que ça charge. C'est un construct de niveau L3 qui me permet de gérer des clés de paire EC2. Ça, par exemple, c'est une fonctionnalité qui n'existe pas du côté de CloudFormation, mais qu'on supporte via une custom resource. Donc, quand vous utilisez ce construct, en fait, ça vous crée une clé de paire, ça vous stocke ça sur SSM et vous pouvez utiliser la même paire de clés pour pouvoir l'utiliser dans votre instance. Super pratique. Chose qui va être difficile de faire autrement. Et on a le deuxième qui est CDK Pattern, qui est un autre site où on a les patterns, on va dire, un peu officiels de CDK. Et là, par exemple, on peut prendre n'importe quel pattern de haut niveau ou on peut utiliser des patterns qui nous arrangent. Ça, par exemple, vous voyez, c'est un site statique qu'on peut déployer sur S3 avec tout le CDN, route 53, etc. Et qu'on peut télécharger, bien évidemment, et utiliser, paramétrer. Enfin, on peut faire ce qu'on veut et ça nous fait gagner énormément de temps. Alors, je continue. Donc, ce qu'on doit retenir vraiment de CDK, c'est que CDK, vraiment, c'est pas un remplaçant de CloudFormation, mais c'est vraiment une couche, on va dire, plus développeur friendly ou bien plus programmable de CloudFormation. C'est-à-dire, ça nous permet vraiment de plus de flexibilité avec un bon niveau d'abstraction et avec, on peut utiliser effectivement du vrai code. Et là, quand je parle du vrai code, c'est-à-dire on considère le code de l'infrastructure comme n'importe quelle application. C'est-à-dire on fait des tests, on utilise l'IDE, du linting, du packaging, vraiment n'importe comme on parle plus d'un code d'infrastructure ou bien de code applicatif, on peut utiliser les mêmes principes. On peut exactement créer des composantes réutilisables, des librairies, des packages qu'on peut bien sûr partager. L'avantage encore, c'est qu'on peut vraiment prendre ça dans une logique d'entreprise compliance, c'est qu'une entreprise, elle peut effectivement avoir toute une logique de compliance et vraiment créer toute leur librairie d'infrastructures qui respectent la compliance d'entreprise. Ça va faire vraiment gagner autant de temps, beaucoup de temps au lieu de copier-coller des milliers de fichiers de Terraform ou bien d'autres solutions. Et après, comme on dit toujours, il n'y a pas vraiment de meilleur outil. Tout dépend vraiment de vos contraintes, de vos équipes, de vos projets, de votre culture d'entreprise. Donc, vraiment, essayez-le et comparez-le avec les pratiques que vous faites. Et voilà, vous allez voir la différence si ça vous va, si ça vous va pas.
Et bien sûr, l'un des bémols, on va dire, c'est que c'est vraiment ça, c'est pas multi-provider, mais c'est vraiment si et seulement si vous voulez faire de la WS. Et donc, si vous voulez commencer à jouer avec ça dès aujourd'hui, donc vous avez le workshop, vous avez un workshop complet qui a été créé qui a été créé par les créateurs de CDK sur le site cdkworkshop.com. Vous avez également la référence de la documentation officielle, vous avez des exemples CDK sur GitHub, vous avez des guides développeurs et vous avez mon blog de post que j'ai écrit sur le blog IPON pour voilà, AWS CDK, l'infrastructure Azure, le code que vous pouvez voir. On va aller jeter un coup d'œil sur la démo qu'on avait lancée. Donc là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai récupéré un nom DNS, ça c'est le nom, ça c'est le lien de mon load balancer. Ce que je vais faire, j'ai mis un applicatif là, et du coup là, je récupère ma page où j'ai juste mis une simple page avec un serveur web avec un Welcome CloudWest 2020. Voilà, donc avant de finir, j'aimerais bien vous introduire deux projets qui sont sortis dernièrement, et notamment, je vais parler bien évidemment de CDK Vitesse. C'est un projet sorti, c'est un produit AWS, mais c'est un CDK pour Kubernetes. Donc, c'est exactement la même chose qu'on peut faire avec CDK AWS, mais là, c'est pour Kubernetes parce que le moteur, en fait, CDK, il peut s'appliquer à n'importe quelle configuration, enfin, de type YAML ou autre, mais avec le moteur CDK, on peut générer n'importe type de configuration. Et du coup, ça a été annoncé le 13 mai qu'on pouvait utiliser CDK pour générer des objets d'API Kubernetes. C'est pas encore production ready, c'est encore en version 0.26, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil le jour où ça sera production ready ou bien commencer à jouer avec dès maintenant, si ça vous intéresse. Un deuxième projet ça devrait bien plaire aux fans de Terraform, ça s'appelle TerraStack. Donc ça, pour l'instant, c'est juste un prototype. C'est une personne qui s'est inspirée en fait du projet CDK Vitesse et de CDK AWS pour pouvoir générer cette fois-ci de la configuration Terraform. Donc vous voyez là que ce qu'il a fait, c'est il a juste manipulé le core CDK pour pouvoir générer des fichiers de type Terraform et il a eu un résultat assez satisfaisant. Donc, je vous invite à aller voir le blog post si vous voulez voir plus de détails. Je vous laisse ici les références vers Twitter et que vous pouvez regarder à tête reposée. Et merci pour votre attention. Du coup, comme je disais tout à l'heure, voici les liens vers mes comptes sur les réseaux sociaux. Et vous, bien évidemment, vous avez ici le QR code, un pour le compte, pour la démo GitHub, pour la démo sur mon compte GitHub, et deux, si vous voulez récupérer les slides. Et merci pour votre attention.